parler de l'économie numérique, on parle beaucoup de ces risques dans les médias un peu partout, et je pense que c'est qu'un outil, on peut en faire ce qu'on veut, et on va essayer de vous donner en tout cas confiance dans ce levier pour vous aider à avancer dans votre carrière. Merci aussi à Monsieur Janqui d'avoir parlé d'expérience, de comment gagner de l'expérience et d'avoir insisté sur l'autonomie, sur le fait que tout est dans vos mains et qu'avec le numérique, l'opportunité qui est offerte à vous, c'est de pouvoir créer effectivement vos parcours et un petit peu vos destins et changer les choses. Merci à Monsieur Ayotte d'avoir parlé de tout ce concerné, effectivement. Le fait de dire que le numérique n'est pas une question de gens du numérique. Si vous pensez à des études de comptabilité, ne pensez pas que vous pourrez passer à côté du numérique. Si vous pensez faire des études d'avocat, ne pensez pas que vous pourrez passer à côté du numérique. Tous les métiers seront concernés. C'est intéressant de le souligner. Et merci à Monsieur de Rênal d'avoir souligné les atouts incroyables qu'on a ici en Martinique, qu'on a entre nos mains et qui peuvent nous permettre de nous démarquer. Donc merci à tous, et je pense que cette salle magnifique composée d'étudiants, de professionnels, de professeurs montre que la Martinique, quand elle veut, elle peut décider de son avenir, de son destin, de son futur, et je trouve ça magnifique et je pense qu'on peut s'applaudir. Bonjour à tous, merci également à tous les intervenants d'avoir rappelé l'importance effectivement du numérique, mais au-delà de ça, de la formation et de l'échange entre les étudiants et l'entreprise. En tant qu'entrepreneur, c'est vrai que très souvent on voit qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du monde de l'entreprise et un manque de connaissances, et c'est bien dommage. Donc l'idée pour nous, effectivement, c'est de pouvoir, en essayant d'axer un petit peu sur le numérique, mais comme disait Satyam, le numérique concernera tout le monde, de vous donner des clés de compréhension et de vous rendre votre employabilité meilleure, parce que je pense qu'il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien qui peuvent faire en sorte demain que vous puissiez éviter de dire qu'il n'y a pas de travail et qu'il n'y a pas de choses, parce que les opportunités sont vraiment là et il ne suffit qu'à vous de les saisir en fait. Voilà. Donc on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Et on va parler un petit peu de nous, très rapidement, parce que le but aujourd'hui, c'est quand même aussi de parler de vous, de vos parcours, et on va essayer d'insister, d'appuyer sur ça. Donc moi, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait mes classes prépa à Bainbridge en Guadeloupe, et j'ai poursuivi dans une école d'ingénieur à Paris, à côté de Paris, et j'ai travaillé dans l'audit. D'abord l'audit informatique à la Défense pour travailler essentiellement pour des clients CAC 40 sur des problématiques digitales liées aux fonctions comptables et financières, et surtout sur certaines fonctions support. Et j'ai aussi ensuite travaillé dans le conseil sur tout ce qui est transformation digitale, mais j'ai été très vite rattrapé par l'envie de changer les choses, de créer des choses avec le digital. J'avais cette vision un petit peu depuis que je suis tout petit, depuis que mon père a ramené le premier ordinateur à la maison. J'avais envie de créer des choses à travers cet outil-là, et je commençais à créer différentes entreprises dans différents domaines, dont une activité de conseil, The M Agency, qui est encore là, et une start-up dans le domaine de l'économie collaborative. Et on s'est rejoint avec Johan sur ces deux aventures. Alors de mon côté, j'ai un profil un peu plus école de commerce, donc on est tous les deux moitié de Guadeloupe, moitié Martinique. Donc après avoir eu le bac en Guadeloupe, j'ai été en classe prépa en Martinique, et puis j'ai rejoint donc une école de commerce, donc premièrement à Bordeaux et ensuite en Irlande. Donc l'importance effectivement du cursus international qui m'a énormément appris, parce que d'être en classe avec des Indiens, des Chinois, des Italiens, des Espagnols, des Américains, ça ouvre l'esprit, et puis le fonctionnement anglo-saxon n'est pas le même que le fonctionnement français. Donc là encore, effectivement, c'est des cordes qu'on met à son arc. Donc moi, j'ai eu une carrière plutôt chez Cofinoga dans un premier temps pour lancer le département e-commerce, et puis ensuite dans une agence où j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour des clients comme Attractive World, le site internet de rencontres, ou bien La Redoute, 3 Suisse, Procter & Gamble, sur des problématiques d'acquisition. Donc je me destinais pas forcément au digital,
Parce qu'à l'époque, on parlait un peu moins, même si on est jeune, mais on est un peu plus âgé que vous, donc on parlait pas autant de digital à l'époque et les opportunités étaient vraiment naissantes. Mais par la force des choses, on a été rattrapé. Moi, j'ai très vite compris que c'était un secteur d'avenir et que même si je voulais toujours bosser dans tout ce qui était marketing ou commercial, j'ai très vite compris que de toute façon, le marketing ne pourrait pas se passer du digital et le commercial non plus. Donc, j'ai très vite commencé à faire des stages très orientés sur ça. Donc, l'importance aussi des stages qui m'ont permis de rajouter justement, même si je n'avais pas une formation de base en marketing digital ou sur le digital, de rajouter par des expériences professionnelles justement des lignes sur mon CV qui m'ont permis après d'intégrer les différentes agences et de fonder effectivement avec Satyam la mienne et ensuite d'avoir un bagage intéressant pour pouvoir justement fonder notre start-up parce que avec Satyam on était, avant de rentrer en Martinique à Paris, très intégré dans les écosystèmes parisiens, à aller tout le temps voir des conférences, aller tout le temps participer à des événements, etc. Donc il y en a moins en Martinique, mais il y en a quand même. Donc n'hésitez pas en tout cas parce que c'est aussi l'occasion pour vous au quotidien de pouvoir acquérir une culture digitale, une culture entrepreneuriale. Contact Entreprise, Martinique Tech, d'autres font beaucoup de conférences et auxquelles on est un peu déçu des fois de ne pas voir assez d'étudiants. Donc n'hésitez pas en tout cas à y aller parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter au-delà de tout ce que vous pouvez apporter ou en tout cas apprendre sur les bancs de l'école. Voilà. Allez, ça suffit, on va arrêter de parler de nous et puis on va parler vraiment de vous parce que c'est ça qui compte aujourd'hui. Donc on va parler en particulier de Juliana qui est quelque part là en haut à droite, je l'ai vue. Et on va la suivre, qui est étudiante, qui va finir sa formation, son cursus. Et on va la suivre dans les 10 prochaines années et voir comment elle va se transformer, comment elle va développer ses compétences, comment elle va... se former de manière continue et surtout progresser et saisir les opportunités du marché. Donc voilà, et puis on va essayer de mettre ça en parallèle avec différentes tendances et différents éléments de transformation du marché. Donc on va déjà se projeter dans le futur. Dans 10 ans, en 2027, Juliana elle exerce effectivement un métier qui n'existe pas encore et donc dont on entend très peu parler, un métier sûrement en tout cas autour du big data. Le big data, c'est cette tendance de fond qui fait que le fait qu'on soit connecté tout le temps, ça produit de la donnée, ça produit de l'information qui peut être utile aux entreprises et pouvoir synthétiser cette donnée et en sortir une information qui peut être actionnable, sur laquelle on peut mettre en place des stratégies, des actions, etc. Fournir un service à nos clients. Répondre à des problèmes, c'est une compétence qui vaut de l'or. Donc voilà, que ça soit dans un aspect technique, dans la gestion de sa donnée, mais aussi dans un aspect métier, de pouvoir être indépendant dans cette analyse des données et voilà. Donc c'est une tendance de fond. Les experts big data s'arrachent déjà dans la Silicon Valley ou à Paris et de plus en plus cette fonction-là est importante et impacte aussi tous les métiers. Donc en 2027 en tout cas, ça fait partie du boulot quotidien de Juliana. L'intelligence artificielle aussi, c'est un élément dont on parle beaucoup. Alors pareil, on a dit qu'on allait essayer d'avoir confiance dans l'avenir. L'intelligence artificielle peut avoir beaucoup de risques et de dangers. On espère que l'homme, les États et les entreprises vont s'allier pour pouvoir créer un cadre d'utilisation respectueux pour l'humain. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle, si on a confiance dans l'entreprise, ça veut dire de délivrer l'humain de toutes les tâches répétitives, fastidieuses, qui n'ont pas de sens et qui sont très chronophages pour pouvoir se concentrer vraiment sur l'analyse, etc. Je me souviens, alors quand j'ai commencé en tant que jeune auditeur dans un cabinet, l'une des premières grosses entreprises qu'on a auditées, c'est La Poste. Donc un grand groupe national, et je me souviens, on est allé dans un centre de tri et pour la petite anecdote, j'étais le seul antillais dans l'équipe et on rentre dans ce centre de tri et là il y a un hangar énorme où par contre il y a 99% d'antillais. Pour ceux qui ont suivi l'histoire du Bumidum, il y a 99% d'antillais qui toute la journée prennent un papier, font 2 croix dessus et reposent le papier de l'autre côté. Et c'est un métier avec un métier qui est pas du tout valorisant et du coup
le sujet était de savoir comment augmenter la productivité de ces personnes, de ces salariés, etc. Et c'est là où on se rend compte que toutes ces tâches derrière, lorsqu'elles sont pas automatisées, tous ces gens, ils seront beaucoup plus efficaces au service client, au contact des gens, à la relation client, etc., à pouvoir proposer des solutions et résoudre les problèmes des gens plutôt que de réaliser ces tâches fastidieuses. Donc il y a encore d'autres tendances de fond qui sont là et qui seront là dans 10 ans. Mais l'idée, c'est de se dire qu'il faut pouvoir être en veille sur tout ce qui se passe, technologiquement parlant, et surtout sur l'impact des métiers. Maintenant, tous les métiers ont leurs outils de veille, leurs médias ou leurs organisations professionnelles qui font ce travail-là pour pouvoir synthétiser l'information de l'impact du digital sur les métiers. Et il faut pouvoir très rapidement le prendre en compte et impacter aussi ce qu'on a envie comment on a envie de se former et comment on a envie d'apprendre. 85% des métiers du futur n'existent pas encore, selon l'université d'Oxford. Donc, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que c'est vraiment c'est le fait d'apprendre à apprendre qui est déterminant. Le fait de se dire que tout ne finit pas lorsque je vais sortir de ma formation. Je ne saurai pas tout. Aujourd'hui, je n'utilise mais rien du tout de ce que j'ai appris en école d'ingénieur. Ça peut paraître assez perturbant de se dire ça. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'on vous apprend des mécanismes, on vous apprend des processus, on vous apprend une certaine culture de l'apprentissage, etc. Mais le fond va changer. La forme ne change pas, elle. Et c'est cette forme qu'il faut acquérir sur les bancs de l'école et savoir qu'il faudra être très souple et très flexible par la suite. Donc voilà, effectivement, moi aussi, comme je vous disais, dans mon parcours, j'ai changé de métier sans changer de domaine quelque part. Je suis toujours resté dans le digital, je suis toujours resté très proche du métier en assistance à maîtrise d'ouvrage, mais le fond de ce que je fais a changé sur les technologies, sur les pratiques, sur le management, sur la façon de faire. On parlait pas de design thinking à l'époque, on parlait pas de plein de choses dont on parle aujourd'hui, de gestion de produits, etc. Et voilà, mon métier, pour pouvoir vous l'expliquer très rapidement, c'est de prendre un besoin métier fonctionnel, un besoin dans la vie réelle, on va dire, et d'imaginer une solution informatique qui va permettre de répondre à cette problématique. Donc voilà, de travailler non seulement avec des gens du métier, mais aussi avec des développeurs, des gens de la technique, pour pouvoir imaginer les solutions de demain sur des choses très globales, mais aussi très précises, que ça va répondre à une fonction comptable, marketing ou dans l'entreprise ou aux clients directement. Voilà. Alors, on va reprendre toujours le cas de Juliana, effectivement, et surtout essayer un peu d'élargir, parce que Satyam a un profil, effectivement, plus ingénieur. Moi, sortant d'école de commerce, effectivement, je ne travaillais pas forcément dans le digital du côté technique. Donc, même si, bien évidemment, il y a une faculté à comprendre la technique, comme quand on travaille dans une imprimerie ou quand on travaille dans une distillerie, il faut qu'on comprenne, effectivement, comment est fabriqué le produit, etc. Mais c'est un petit peu pareil quand on travaille dans un environnement digital. On sait parler à un développeur, on comprend globalement ce qu'il nous dit, ce qui est la base, mais ma fonction de responsable, effectivement, de consultant en stratégie digitale ne change pas forcément de consultant en marketing. C'est simplement que la palette d'outils que je vais utiliser aujourd'hui est un peu plus large parce que, bien évidemment, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a du Google AdWords, on a demain, aujourd'hui, ce qu'on appelle du growth hacking, on a des stratégies de contenu, c'est des choses qui n'existaient pas il y a quelques années, et il y a encore autre chose qui va arriver. Il y a plein de développements aujourd'hui qui sont faits avec l'intelligence artificielle, avec ce qu'on appelle les chatbots, etc. Le mobile a encore vraiment de beaux jours devant lui. Donc tout ça, en fait, ça montre que, comme disait Satyam, que vous soyez dans les RH aujourd'hui, tous ceux qui sont là, et il y a les responsables RH du groupe GBH qui sont là, je pense pas qu'il y en ait un d'entre eux qui a appris effectivement l'importance de recruter, par exemple, sur LinkedIn ou des choses comme ça quand ils étaient sur les bancs de l'école. Et aujourd'hui, l'importance, c'est effectivement de pouvoir se projeter, comprendre quel est son métier et se servir de l'évolution de son environnement pour pouvoir justement aller sur de l'excellence, en fait, délivrer de la valeur. C'est ce qu'il y a de plus important
important aujourd'hui. Et Juliana, personne ne sera épargné. Il y a des métiers qui vont évoluer un peu plus vite que d'autres, bien évidemment, mais personne ne sera effectivement épargné, mais dans le sens positif, parce que comme disait Satyam, c'est souvent des gains de productivité, c'est souvent se délester de tâches qui nous prennent beaucoup de temps, qui sont assez chronophages, pour pouvoir se concentrer sur là où on délivre de la vraie valeur pour le client final ou pour le service qui est à côté. Les outils qu'on utilise aujourd'hui, des outils de veille, le fait de rechercher aujourd'hui, comme disait le professeur Jean-Guy, de pas forcément aller à la documentation ou d'aller à la bibliothèque, mais de savoir que de son ordinateur, de son mobile, on peut taper une requête et avoir une information tout de suite. Ça, c'est important aussi et ça impacte la façon dont on travaille. Effectivement, donc je parlais de l'évolution des fonctions commerciales. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, en encadrement marketing ou en encadrement commercial, je suis d'ici et je peux suivre effectivement toute la performance de mon équipe commerciale et la performance, tous les outils de mesure de la start-up aujourd'hui qu'on dirige, je les suis en temps réel sur mon téléphone. Avant, il fallait avoir des rapports, faire beaucoup de choses. Effectivement, on peut avoir des outils. Moi, aujourd'hui, en n'étant pas forcément entre guillemets développeur, si je veux créer pour une opération, je veux faire un test au niveau de mon équipe commerciale ou au niveau du marketing, j'ai pas besoin de développeur. Il y a des outils qui existent qui me permettent de créer des formulaires en ligne, de pouvoir les envoyer, de faire des tests, de créer des campagnes Facebook, et ça ce sont des outils que tout marketeur ou en tout cas que beaucoup d'entre vous vont devoir effectivement utiliser, mais ça on n'a pas besoin de l'école pour le faire. Aujourd'hui vous êtes tous sur des téléphones, vous surconsommez effectivement Internet, mais on est dans un aspect de consommation encore une fois. Et à certains moments, il faut que vous puissiez vous rendre compte de qu'est-ce que vous pouvez aller chercher comme information, même en tant qu'étudiant, pour améliorer votre productivité, quelle application peut être intéressante. Il n'y a pas que les applications de chat avec les copains ou autres. Alors c'est vrai que ça nous fait un peu bizarre de dire ça, parce qu'à l'époque, on était à votre place et les gens nous le disaient et on n'avait pas forcément conscience des choses, mais on est dans un monde qui évolue encore plus rapidement. Donc ce qu'on vous dit, c'est vraiment très important parce que vous allez le vivre au quotidien. Alors là, on va parler effectivement des typologies de métiers qui sont les plus menacés. Je vais laisser effectivement la parole à Satyam dessus. Alors c'est toujours une slide qui fait réagir. Alors pour pouvoir la résumer, parce que là on voit pas très bien, mais les métiers qui sont les plus menacés, enfin pas menacés, qui sont les plus impactés par la transformation digitale, ce sont les métiers d'experts comptables, d'employés de banque, d'employés d'assurance. Ce sont les métiers où effectivement il y a beaucoup de tâches rébarbatives. Nous on intervient beaucoup pour faire des séminaires justement dans ces métiers-là, en particulier dans l'assurance, où il y a aussi des contraintes réglementaires qui poussent à aller très fortement vers cette transformation-là. Et voilà, on est vraiment dans le cas où on avait avant des fonctions administratives, des tâches administratives importantes à réaliser. Et on a un outil qui permet de faire ça, qui permet d'assister l'humain, de l'accompagner, de l'aider à moins faire d'erreurs. Et donc l'impact sur ces métiers-là est très très fort parce qu'elle change vraiment la définition des fonctions. Et sur ces métiers-là, on aura besoin de beaucoup plus de gens qui maîtrisent l'analyse, qui maîtrisent la data, qui maîtrisent tout ça, et beaucoup moins de gens qui font juste de l'administratif et de la gestion au sens administratif du terme. Donc voilà. Par contre, les métiers qui ont le moins d'impact, ce sont tous les métiers liés à l'humain, où il y a une relation client. Et voilà une bonne nouvelle ce matin, ces métiers-là ne sont pas près de disparaître, ou en tout cas seront beaucoup moins impactés par le digital, même si le postulat de base c'est de dire que tous les métiers seront impactés. Les métiers de l'éducation, bien sûr que le digital c'est un sujet dans l'éducation, la pédagogie inversée aidée par des outils, la classe en ligne, etc. Le digital apporte des choses pour l'éducation, mais ce qui est sûr, c'est que dans l'éducation, on aura toujours besoin de ce rapport à l'humain, d'être aidé, d'être coaché, d'être mentoré, d'être accompagné, quel que soit le format, même si ce ne sera pas forcément dans la classe, ce ne sera pas forcément face-to-face, ce sera peut-être à des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui vous permettent de discuter, par exemple, avec un expert de n'importe quel domaine et de le payer pour ça, pour pouvoir discuter, lui poser des questions
quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde. Et donc on a accès à beaucoup plus de compétences là où elles se trouvent grâce à ces outils-là. Mais l'humain est toujours là, on a toujours besoin de l'humain, on a toujours besoin de la compétence qui est portée par l'homme, on a toujours besoin aussi de ce charisme quelque part qui fait la différence entre un bon professeur qui vous fait passer des choses, qui vous fait vibrer et que des années plus tard on s'en souvient, et un professeur où on va s'ennuyer un petit peu et on va essayer de regarder ce qui se passe sur WhatsApp effectivement. Donc voilà, l'éducation, le social, le marketing et la communication. Le marketing et la communication, il y a toujours la compréhension de l'humain et de l'émotionnel qui est très important et jusqu'à aujourd'hui, la machine ne fait pas ça. Donc l'humain est important pour pouvoir comprendre l'humain et voilà. Par contre, le digital amène du suivi, amène de la facilité dans la gestion, les outils aujourd'hui, être commercial sans maîtriser un outil de CRM, sans avoir vu le fonctionnement ne serait-ce que d'un outil de CRM, sachant qu'il y en a des gratuits qui sont en ligne, etc. C'est une tare, c'est un défaut sur un CV, c'est un défaut lors d'un entretien de recrutement. Pareil sur la communication, si vous vous présentez devant un recruteur aujourd'hui sans pouvoir développer un petit peu sur comment on peut utiliser les réseaux sociaux, non pas pour partager des photos ou discuter avec sa mamie, mais pour mettre en place une stratégie d'entreprise, promouvoir ses produits, rentrer en relation avec ses clients et entretenir une bonne relation avec ses clients, là aussi c'est un défaut sur le CV et c'est un défaut lors d'un entretien de recrutement. Donc il faut pouvoir, par rapport à l'impact du digital sur tous ces métiers-là, prendre ça en compte. Et voilà, donc ensuite on revient sur Juliana, on a vu un petit peu là où on la projette, là où on la voit dans 10 ans, mais comment elle a pu effectivement arriver à ça et quelles sont les compétences que dès aujourd'hui, en sortant de cette conférence, elle a mis en œuvre pour pouvoir atteindre ce poste qui n'existe pas encore. J'en parlais tout à l'heure, mais cette faculté, cette notion d'apprendre à apprendre et de se dire que je vais être en formation toute ma vie. Aujourd'hui, pour moi, par exemple, c'est quotidien. Pour notre équipe, c'est quotidien. Pour Yoann, c'est quotidien. On se forme continuellement à travers différents canaux. Il y a les formations présentielles traditionnelles. Il y a aussi le fait de lire des blogs sur son métier, le fait de lire des magazines, le fait de spécialiser. Moi, je lis tous les numéros du Harvard Business Review et je suis tous les matins, j'ai un digest, c'est-à-dire un résumé des articles importants qui concernent les startups, qui concernent la transformation digitale. Et ça me prend 10 minutes dans ma matinée de pouvoir saisir la synthèse de l'actualité, mais aussi pas seulement de l'actualité journalistique, mais plus de l'actualité de mon métier, des tendances, de la façon de faire, des bonnes pratiques, des retours d'expérience. C'est ce qui est important. C'est ceux qui abreuvent mon profil, mes compétences et ma capacité à faire au quotidien. Donc voilà, comme on disait, la majeure partie de ce qu'on fait aujourd'hui, on ne l'a pas appris à l'école, donc ça veut dire qu'on l'a appris après. Donc la formation initiale est importante pour vous donner des automatismes, pour vous donner une culture, pour vous donner une base. La base est importante, mais il faut être dans un processus d'apprentissage continu, quel que soit le métier. Alors le code, c'est souvent réservé, on imagine ça souvent réservé aux geeks, aux développeurs, etc. Mais de plus en plus